Ça n'a pas laissé d'impact. Mais j'ai eu très peur. Et surtout qu'on m'a dit, vous fumez? Un petit peu? Un petit peu comment? Une trentaine? D'accord, vous arrêtez ça. Et mes enfants viennent manger, donc j'ai 2 garçons, et ils me disent, c'est simple, la prochaine fois qu'on te voit avec une cigarette, je crois qu'on t'en met une parce que tu n'as pas compris le message. Et d'un seul coup, je me suis dit, attends, tu as perdu ta mère à 10 ans. J'ai pas pu faire autrement, une embolie pulmonaire. Hein. Elle fumait pas, elle buvait pas, peut-être un peu, mais elle fumait pas. Et en fait, tu es en train de jouer avec ta vie et tes enfants te disent qu'ils ont peur dans ce message-là. Et toi, tu continues. En fait, tu vas directement là où tu n'as pas voulu vivre toi, ben, tu les emmènes aussi. Et ça m'a mis un sacré déclic. J'ai mis 9 mois encore derrière. C'est souvent 9 mois chez moi. Et un soir, j'ai dit, demain j'arrête. J'arrête. Demain j'arrête. Alors le soir jusqu'à minuit, autant vous dire que le cendrier, il avait tout fou, poum. J'ai fumé, et dès qu'on me disait, on va se coucher, ouais, 2 secondes, et je refumais. Et du lendemain, j'ai arrêté, et j'ai complètement arrêté. Et le drôle de l'histoire, si je peux dire, et bien quelques mois après, j'apprenais que je faisais mon premier cancer du sein. Et vous dites, merde, quoi. J'ai arrêté. Allez, j'ai arrêté, quoi. Il m'a sauvé le premier. Il m'a sauvé parce qu'il était in situ, ça veut dire que c'est dans le canal où passe le lait maternel. C'était des cellules coincées là-dedans. Mais parce que j'ai eu ce premier cancer, j'ai eu un suivi toutes les années. Et 2 ans après, on découvre que j'en ai un qui n'est pas beau, qui n'est pas bien placé, qu'il va falloir soulever les côtes pour aller le chercher parce qu'il est... Mais si j'avais pas eu le premier pour me sauver du deuxième, encore une fois, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui. Alors, je ne fais pas un déni de ce que j'ai vécu, parce que j'ai l'air sereine comme ça, hein. Zen cool. Hein. J'ai fumé de l'encens ce matin. Je ne fais pas un déni de tout ça. C'est parce qu'en fait, dans ma démarche, j'ai compris ça. Je me suis dit, tu ne peux pas être en colère contre le premier. Parce que le dernier, il t'aura embarqué. Ma spiritualité, elle est là. Et si tu ne m'as pas embarqué, eh ben, je peux t'assurer qu'aujourd'hui, moi, je vais y monter là. Mais je vais y monter sur Terre. C'est-à-dire que je vais passer des messages. Je vais faire des conférences, je vais faire des salons. Si vous m'aviez connu un petit peu avant, mais ça n'aurait pas été étonnant de savoir que je ne pouvais pas être devant vous aujourd'hui. C'était pas possible pour moi de dépasser ça. Puis à un moment donné, vous dites, tu as dépassé tout ça, vas-y, balance-toi, de toute façon tu risques quoi. Au pire qu'on dise, mais j'aime pas, eh ben ne m'aimez pas. Ou j'aime bien, ben, je suis contente. Ou ça m'a parlé, alors là c'est le plus beau cadeau. J'essaye pas de vous emmener dans ce que moi je pense. J'essaye sous plusieurs formes différentes, peut-être de vous aider à trouver vous ce qui peut vous résonner pour vous. Autre question? Ou contradiction? En parlant toujours de cigarettes, qu'est-ce qui pousse les gens à fumer? Pourquoi dans une famille, par exemple, où une personne fume, il y a plusieurs enfants, il n'y en a qu'un qui va se mettre à fumer et les autres pas du tout? Qu'est-ce qui les pousse? Est-ce que c'est pour les mener justement sur un chemin de vie pour attraper une maladie plus tard ou... Voilà. Alors après, attention, il ne faut pas être fataliste. Oui. Il est là le piège. Hein, parce que la spiritualité, je vous dis, il faut être carré dans la spiritualité. Le piège, il est par moment de dire, laisse faire, parce que à mon avis, il doit prendre un cancer. Non, si on peut dire avant, en attendant, parce que peut-être qu'en disant à l'autre, arrête de fumer, on va se prendre le bec avec, qu'on va avoir peut-être 3 ans où on ne se verra plus, mais ça va renforcer nos liens, et que l'épreuve, elle était là, et pas du tout dans la maladie. La cigarette, on le sait, elle est soit parce qu'elle est effectivement sur le chemin, et ça commence comme ça, on va prendre sa première clope à 13 ans, soit parce qu'il y a un mal-être chez le jeune, qui n'est pas appelé à fumer 10 ans, qu'il faut peut-être regarder où est le mal-être. Il faut vraiment aller élargir les choses. Et puis il y en a parce que, à l'époque, il y a très longtemps en arrière, c'était pas rare que les jeunes y fumaient. Là aujourd'hui ils fument toujours, mais je veux dire, les parents étaient au courant, voire même, tiens petit, prends ta clope. Petit de 13 ans, prends ta clope. On a généré ça aussi avant. Aujourd'hui, on le met dans le sujet tabou, et puis surtout le sujet financier, parce que ça coûte très cher. Mais moi, j'ai 2 enfants. Alors, c'est ce que je vous disais, hein, j'ai fumé pour faire. Hein. Moi, j'ai fait travailler les taxes. Hein. Voilà. Je n'en donne plus rien.
Mais sur mes 2 enfants, j'en ai un qui n'a jamais touché la cigarette. Et l'autre qui fume. Et quand je le vois se battre aujourd'hui avec l'envie d'arrêter, parce qu'on sent qu'il a l'envie, en plus il est un petit garçon maintenant, j'ai mal pour lui parce que je suis la maman, mais ça fait partie de son trajet aujourd'hui et de comprendre pourquoi il arrêtera. Est-ce qu'on peut prévenir plutôt que guérir? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Encore une fois, on ne détient pas tout. Ça serait bien. Après, quand on a vraiment envie d'arrêter de fumer, on y arrive toujours. Alors ça aussi, c'est la volonté. Alors, non. Pitié, ne croyez pas que vous n'avez pas de volonté si vous n'arrivez pas à fumer. C'est un déclic mental qu'il vous faut. Tant que ce déclic n'est pas venu dans votre tête, il n'y a aucun processus qui va se mettre en route. Et quand on vous pousse à arrêter, vous allez y arriver. Moi, j'y suis arrivé de 94 à 93. Non, je dis n'importe quoi, encore une fois. C'est pas possible. Non, mais si, il y a longtemps en arrière, j'avais arrêté. Si, monsieur, quand j'étais jeune encore, j'avais arrêté. J'ai repris en 2000, de 97 en 2000. Mais c'était tellement marqué dans mon mental, la cigarette, que ça faisait 1 an et demi que j'avais arrêté de fumer. Je me lève à mon nez dans la pièce et je tourne. Et je tourne, et je lève des machins, des trucs. Mon ex-mari me dit à ce moment-là, mais qu'est-ce que tu cherches? Et là, ça m'a arrêté pile. Et j'ai dit, la vache, mon paquet de cigarettes. 1 an et demi que j'avais arrêté de fumer, j'ai cherché mon paquet de cigarettes. Pourquoi j'ai repris? Pour une excuse minable. J'ai perdu mon beau-frère en 2000. Le jour de l'enterrement, mes soeurs fumaient et je suis arrivé piquer une clope dans le paquet. Donc tout le monde m'a regardé avec des yeux comme ça au bout de 3 ans. Le premier qui l'ouvre s'en prend une. Fais ce que tu veux. Et à ce moment-là, je pensais que j'allais fumer ce jour-là, arrêter, ou peut-être encore un peu le lendemain parce que ça brasse. J'ai remis 13 ans à arrêter derrière. Et dans ces 13 ans, j'ai fait... J'ai arrêté 9 ans, j'ai repris. Vous avez repris depuis longtemps? Oui, ça fait... Enfin, j'ai arrêté 9 ans, après j'ai repris, après j'ai arrêté 2 ans, j'ai repris. Et là, ça fait plusieurs années que j'ai repris. C'est pareil, quand j'ai eu mon cancer, j'ai pas arrêté, j'ai grimpé encore plus. Voilà. C'est énorme. Et je veux arrêter. Vous y arriverez à nouveau. Ouais. Mettez-vous pas une peur insurmontable à ça. Non, c'est pas ça, c'est... Vous le savez aujourd'hui qu'il je faut pense. un déclic. À chaque fois que j'arrête de fumer, je prends énormément de poids. C'est dans ma tête, je sais. Donc je reprends à chaque fois la cigarette, repère des kilos. Quand j'ai arrêté de fumer, fatalement, alors déjà, j'avais pris un petit peu de poids avant, faut pas déconner, mais j'ai repris du poids bien évidemment. L'hormonothérapie m'en redonne bien évidemment. Après, c'est encore une fois un cheminement. C'est une acceptation. On est différentes. On va parler toutes les deux de cancer, on est différentes là-dessus sur le chemin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas les mêmes styles de vie. Et surtout, à l'époque, vous mettre martel en tête en disant que vous êtes nul parce que vous ne savez pas arrêter. Vous arrêterez quand ça reviendra. Et ce moment-là, ok, vous serez prête. Vous serez prête. Mais ne vous autoflagellez pas à chaque cigarette que vous prenez, parce que ça ne servira certainement pas à faire un déclic, ça va plutôt, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on est un petit peu dans le jugement et tout, on est les premiers fautifs à donner la possibilité à l'autre, en tout cas, de pouvoir nous rabaisser. Et des fois, on le fait soi-même. On n'a même plus besoin de l'autre. Moi, j'ai une question par rapport à la maladie et le karma, parce que on entend souvent dire que c'est un peu... Donc le karma, en fait, c'est les vies antérieures. Voilà, du karma, ou c'est une épreuve par rapport à une vie antérieure. D'après ce que j'en sais, encore une fois, avec ce que j'ai vécu avec des consultants, fatalement, quand je mets les gens en contact avec des guides spirituels, avec leurs guides, le truc que j'adore, que j'aime bien, c'est qu'ils ont le visage du guide. C'est déjà cool, on a au moins un visage, donc on est bien d'accord que de l'autre côté on est une énergie, mais ils vont donner le visage de leur dernière vie, comme ça on a au moins comme une photo, et puis ils donnent leur histoire, celle qu'on a traversée ensemble dans la vie commune. Donc du coup c'est une histoire de vie antérieure. J'ai remarqué, avec tout ce que j'ai pu transmettre, que beaucoup de fois on a des résonances avec la vie d'aujourd'hui. Des résonances. On ne porte pas le poids de, c'est une résonance.
mais du coup qui va aider à comprendre aussi quelque chose, une phobie, une peur, mais pour autant c'est pas le karma que vous portez, c'est une résonance, c'est vraiment différent. Vous n'allez pas traverser un cancer parce que vous n'étiez pas gentil dans la vie d'avant. D'accord? Le cancer aujourd'hui, on sait aussi pourquoi on le prend, on en a parlé depuis tout à l'heure, il y a la chimique, il y a le chimique dedans. Vos vies antérieures, très souvent on vient me voir en me disant parce que j'ai plein de choses à résoudre dans mes vies antérieures. Oula, on va déjà résoudre ici. Et je vous assure que rien qu'ici, on va se faire un petit paquet de fois. Hein. Les vies antérieures, elles sont intéressantes à partir du moment où nous, on est serein ici. Parce que c'est sympa, c'est la curiosité, tout simplement. Je me rappelle d'une consultante qui... son guide lui disait que c'était... mais j'avais déjà raconté au niveau des guides, mais parce que ça m'avait marqué cette histoire, en fait. Son guide lui expliquait que c'était une jeune africaine et que je ne dise pas de bêtises. Elle, c'était une jeune africaine. Et en fait, elle est décédée parce qu'elle avait sa sœur. Ils étaient dans des huttes. Sa sœur était plus jeune. Et quand l'homme de la tribu est rentré, et qu'elle savait très bien pourquoi il rentrait, pas pour lui demander si elle avait mal aux pieds, hein, et qu'en fait, il voulait prendre la petite sœur juste pour la violer, elle s'est jetée devant sa sœur et elle a reçu la lance dans le bas-ventre. Et moi, quand j'écris, j'écris, c'est-à-dire que je suis comme ça, je n'entends rien, je suis concentrée, et je relève la tête et je la vois en sanglots, mais vraiment, pleurer. Et en fait, elle est atteinte d'endométriose. Alors, on est bien d'accord que ce n'est pas cette lance-là qui lui produit aujourd'hui l'endométriose. Mais c'est une résonance. Ça veut dire que ça ne va pas sauver, ça ne va pas guérir son endométriose. Par contre, ça guérit son envie, elle ne savait même pas pourquoi, d'adopter 2 petites filles africaines. Pour elle, c'était important. Et si son mari ne voulait pas, elle était prête à le quitter, mais il fallait qu'elle les adopte. Le jour où elle a compris l'histoire d'elle et sa sœur, elle a pu parler d'adoption. Des résonances. Donc ça agit quand même, et c'est une forme, entre guillemets... C'est une cicatrice, on va dire. Oui, voilà, mais une cicatrice qui fait mal quand même, puisque... Ça dépend de quelle cicatrice c'est. Oui, là, pour le coup, l'endométriose, on est bien d'accord. Oui, hein, voilà, ça fait pas du bien. Et le fait de savoir, c'est comme si ça annulait une souffrance qu'elle subissait. L'accepter peut-être. Alors, l'acceptation. Oui, parce que la souffrance, elle l'a toujours. Elle vit encore avec ça. Et puis elle passe dans des moments où si jamais ça empire, on sait très bien que c'est opération et ainsi de suite. Après, attention, toutes les personnes qui ont une endométriose, encore une fois, on revient carré. Bien sûr. Elle, dans son histoire, ça lui résonnait. Après, d'autres personnes qui ont une endométriose, peut-être que s'il faut la rencontrer avec leur guide, c'est juste que d'un seul coup, elle va comprendre pourquoi elle est autant intéressée, par exemple, par les traitements à base de plantes, parce qu'elle était herboriste, et ça va être une résonance. Mais qui va l'aider quand même. Qui va l'aider de toute manière. Qui aide et qui vont, comme cette personne qui n'avait plus l'intention d'adopter des enfants à partir du moment où elle a compris. C'est ça. Ce que ça pouvait venir. C'est-à-dire qu'elle était plus même dans l'idée de se dire, alors c'est ce qu'elle dit, aujourd'hui, si ça se faisait, si son mari était OK, si c'était un projet en commun, elle dit évidemment je le ferai parce que j'aime les enfants. Mais du coup, elle est plus dans le stade de dire, attention, soit je le fais, ou soit on va se quitter un jour parce qu'il faudra que je le fasse. Mais alors, c'est peut-être pas par rapport avec la maladie, mais si elle n'avait pas compris, elle aurait reproduit ça dans sa future vie? Bonne question. Et je ne suis pas sûre de pouvoir vous répondre vraiment. Moi, en tout cas. Parce que, d'abord, dans sa prochaine vie, il faudrait qu'elle en ait une. Déjà, de base. Après, peut-être que ce n'est pas cette douleur-là qu'elle pourrait ressentir, mais peut-être autre chose qui fasse comprendre que la compréhension est importante. Parce qu'on dit souvent que des fois on reproduit les mêmes schémas tant qu'on n'a pas compris quelque chose. Mais si on ne comprend pas... Ouais, alors, moi là aussi je vais me rebeller un petit peu, mais je suis pénible parce que moi je suis une médium rebelle. Je vous assure, même moi je me fatigue, je vais vous dire. Mais parce que, même au niveau du fait de reproduire, de vie en vie, aujourd'hui personne ne peut vous le confirmer. D'accord. Par contre, de reproduire des descendances de votre famille là, dans cette vie-là, ça on peut vous confirmer parce que vous le savez. Donc, des fois on dit on coupe un peu la lignée des femmes soumises par exemple. Moi je dis ça sur les femmes parce que j'en suis une, mais pas soumise, mais je suis une femme. Mais c'est le côté où on se dit, mon arrière-grand-mère était soumise. Ma grand-mère, ma mère, ma tante.
Et à un moment donné, on coupe. Ça, on peut. Après, pour moi, il y a peut-être, sans jugement aucun, une facilité de dire qu'on transporte ça de vie en vie, et tant que tu n'as pas compris, tu vas le revivre. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut nous le prouver? Alors, je ne suis pas comme saint Thomas, hein, que ce soit bien clair. J'ai l'esprit très large. Mais c'est parce qu'à un moment donné, je me suis sentie comme étouffée par des retours comme ça. J'avais des gens, des fois, qui venaient complètement déséquilibrés, en me disant, parce qu'on m'a dit, alors là aussi, beaucoup, hein, je me rappelle d'une consultante qui était venue me voir en thérapie. Et puis, elle avait arrêté sa thérapie, machin. Et, mais ça, elle a le droit. Enfin, je veux dire, moi, je ne vais pas chercher les gens de force. Donc, si vous voulez l'arrêter, qu'elle ne vous convient pas, vous l'arrêtez. C'est ce qu'elle a fait. Elle me rappelle 6 mois après, elle m'envoie un message en me disant, s'il vous plaît, Valérie, est-ce que vous pouvez vite me recevoir en urgence, s'il vous plaît, c'est urgent, machin. Ben oui, de toute façon, je ne suis pas là pour dire, ah ben t'as arrêté, c'est bien fait. Ben non, viens. Enfin, elle vient et elle me dit qu'elle a été faire un salon de voyance, qu'elle a rencontré une personne qui était sur ce salon de voyance et qui lui dit, alors déjà elle est arrivée au salon de voyance, elle avait une minerve, voilà, alors ses copines, machin, très pimpante et tout. Donc fatalement, la personne au salon de voyance se met sur celle qui va le plus mal et lui dit, vous avez des gros problèmes. Mais elle, du coup, elle se trouve comprise. Et en fait, elle dit oui, elle avait des problèmes plutôt liés à l'intimité sexuelle. Et la nana lui dit, mais je comprends, vous avez été violée par votre père. Elle fait quoi? Mais mon père... Ah non, mais ne me demandez pas, hein, moi je ne sais pas si c'est celui-là ou l'autre. Hein. Et elle commence à lui foutre des rendez-vous, 10 rendez-vous. C'est ses copines qui lui disent, arrête, s'il te plaît, je t'en supplie, arrête, t'allais pas voir une nana sur les annières et tout, s'il te plaît, appelle-la, on s'en fout, on va voir ce qu'elle va te dire. Elle avait commencé à priver ses filles d'aller voir son père. Il s'est passé pourtant que 3 semaines. Ses filles n'avaient plus le droit d'aller voir son père. Et elle me dit, est-ce que mon père m'a violée? Je dis, mais vous plaisantez? Alors donc je cherche quand même, hein, je vais quand même creuser, je ne dis pas simplement vous plaisantez. Et elle me dit, alors c'est une autre vie? Je dis, mais même si cela était, qu'est-ce qu'il peut nous prouver qu'on ne se plante pas en vous disant ça? Le plus important, c'est cette vie-là. Votre père, aujourd'hui, il ne vous a pas violé, vous l'avez juste privé de ses petites filles, ben vous allez voir votre père, vous lui amenez vos petites filles, et puis amenez-lui un cadeau, quoi. Parce que le pauvre, il ne doit pas comprendre pourquoi vous avez tout coupé. Et effectivement, son père, il ne comprenait pas, et quand ils se sont revus, heureux de se revoir. Donc, il faut faire hyper attention entre les vies d'avant. Bien sûr, je crois en la réincarnation. Je fais même partie vraiment des blondes qui reviennent sans arrêt. Hein. Donc, je veux bien croire à la réincarnation, mais ma vie, si j'ai un problème aujourd'hui, il est là aujourd'hui, dans le présent, ici et maintenant. Ça serait trop facile de me dire, bon, finalement, en fait, je suis méchante. Ouais, mais je suis méchante, mais c'est normal. Hein. C'est parce qu'avant, on m'a tellement fait de mal dans mes autres vies. Facile, hein. Facile. Donc, c'est juste ce qu'à chaque fois, j'essaye de séparer. Moi, j'ai un problème à un œil. Il y a 10 ans, à 10 ans d'intervalle, hein, pratiquement, j'ai pris un herpès dans l'œil. Donc, très douloureux. J'ai failli perdre mon œil. Donc, il y a 10 ans. Et j'en ai repris un il y a quelques mois, là. Et j'essaye de comprendre. Alors, bien sûr que, pareil, j'ai quand même utilisé la médecine. Merci. Et, mais j'essaye quand même de comprendre. Parce que je voudrais bien que ça s'arrête. Je voudrais bien mettre des mots dessus pour pouvoir soit accompagner, soit éradiquer. Parce que ça commence à me peser quand même. Alors, déjà, de toute façon, il y a des terrains qui sont un peu plus fragilisés sur certaines choses, comme l'herpès, comme l'eczéma, comme des choses comme ça. Pour moi, mais je ne suis pas médecin, pour moi, très souvent, ça peut être lié sur de l'émotionnel. Oui, c'est surtout lié quand il y a beaucoup de fatigue. Voilà. Au lieu d'avoir de l'herpès sur la... Mais votre émotionnel déréglé, c'est-à-dire déstabilisé. Après, ça serait trop facile de dire quand ça touche un certain organe, peut-être que c'est... alors, je vais tutoyer, mais pas parce que je vous tutoie, mais parce que c'est la phrase qu'on peut donner. Tu as peut-être vu des choses que tu ne devais pas voir. D'accord.
Alors des fois c'est super facile, allez chercher dans toute votre vie ce que vous avez vu que vous ne deviez pas voir. Et puis est-ce que vous savez aujourd'hui que vous ne deviez pas le voir, hein? C'est ce que j'aimerais comprendre. Voilà, mais Voilà. très, très souvent, il y a aussi simplement ce terrain qui est plus propice à ça. La fragilité, après ça peut être lié aussi, je vous dis n'importe quoi parce que je ne suis pas dedans, un collier qu'on vous a mis à un moment donné, c'était pas le bon quand vous étiez gamine, et puis du coup ça fragilisait le terrain. Tout n'est pas symboliquement spirituel. Par contre, vous devez vous en servir spirituellement. Oui, c'est ce que j'aimerais. Voilà. Alors, je leur demande à mes guides quand même. Bon, alors expliquez-moi, peut-être qu'il faudrait que je comprenne Et bien quelque peut-être qu'on est en chose. train de vous dire, il y a des choses que tu ne verras pas qu'avec tes yeux. Ça serait bien de s'ouvrir. Pourtant, il travaille pas mal, celui-là. Oui, mais il ne faut pas celui-là. Oui, mais bon, Celui-là, il ne faut surtout pas. j'ai pas cherché, hein. Il travaille tout seul. Hein. Celui-là, il ne faut surtout pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le lâcher-prise, tout le monde pense que le lâcher-prise, c'est à un moment donné penser à rien. Si vous y arrivez, vous me donnez votre recette. Parce que ça fait 20 ans que j'essaye. Et alors moi, en plus, c'est du tout et du n'importe quoi qui passe dans ma tête. Alors des fois, je dis aux gens, bah, essayez, on pense à rien, on ne peut pas. Alors si vous n'avez pas envie de vous fatiguer, écoutez votre respiration. Parce qu'il y a une chose qu'on sait, c'est que le mental, il ne sait pas faire deux choses à la fois. Alors vous allez écouter votre respiration. Et vous allez voir que le temps que vous l'écoutez, votre mental n'est pas en train de travailler. Et là, votre mental n'a pas travaillé parce que vous m'avez écouté. En fait, le lâcher-prise, c'est être dans le ici et maintenant. Plus vous allez être attentif dans l'écoute, moins vous êtes en train de réfléchir. Votre mental, il n'y a que comme ça que vous pourrez le calmer. Il n'y a pas 50 millions de solutions. Et après, c'est aussi à un moment donné, vous laissez aussi guider. Parce que vous avez déjà ouvert des portes, en plus on est en train de me dire. Donc spirituellement, il y a déjà des choses que vous avez faites, il y a des avancées, il y a des portes ouvertes. Et puis aujourd'hui, vous êtes devant ces portes. Puis vous faites. Et là voilà. Laquelle j'ouvre, laquelle je... Voilà, exactement. Et vous êtes en train de regarder et vous dites, ah, j'y suis arrivé aux portes. Eh ben, ouvrez la porte maintenant, s'il vous plaît. Et puis passez là. Et n'ayez pas peur de la passer. Est-ce que la peur peut jouer dans ce que je ne peux pas voir ou dans ce que je ne sais pas? Bien sûr. Voilà. Il n'y a pas plus grande peur que la peur elle-même. Et alors en plus, c'est la seule médium du monde qui a autant peur qui vous parle. C'est-à-dire que moi, je suis capable de prendre mon binôme et de la balancer dans la pièce si j'entends quelque chose. Hein. Et je lui dis, ça va? J'arrive. J'arrive. J'exagère, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que et puis la peur, en même temps, elle vous permet de garder, encore une fois, cette lignée-là. La peur, les doutes, c'est hyper important en spiritualité. Ah, disons que là, oui, parce que des fois, ça part dans des trucs et justement, comme je ne connais pas, je reste... Voilà, bah vous ressentez. Je restreins, je ressens parce que, voilà. Mais malgré tout, ça, il faudrait quand même que ça... Après, voilà, c'est un travail différent. Là, je ne peux pas aller creuser dans votre intime et ainsi de suite, mais ce ne serait pas correct. Mais en tout cas, ce qu'il faut vous dire, c'est que la peur, vous l'aurez toujours. Parce qu'on ne détient pas les choses. Et puis parce qu'on est quand même conditionné un petit peu, même si on a regardé, pas regardé, on a entendu des musiques, et puis c'est un film d'horreur, enfin, c'est des choses qui nous restent quand on était gamin, n'importe quoi. Et ça reste encore, et par moments, voilà, ça remonte. Donc la peur, vous l'aurez toujours. Après, la peur de vous perdre, vous aurez aussi. Vous avez le droit. Vous avez le droit de vous écarter. Hein. Par contre, vous avez surtout le droit de vous rendre compte que vous vous écartez et de revenir. Je ne comprenais pas, pareil, pourquoi... J'avais tout le temps des personnes, des praticiens, hein, beaucoup, professionnels depuis longtemps ou qui venaient seulement de se mettre à leur compte, qui m'appelaient en me demandant des rendez-vous de supervision. Mais moi, comme je suis blonde, je voyais super et vision. Wonder Woman. Alors la tenue ne m'irait pas de Wonder Woman, alors du coup j'ai dit il faut que je trouve autre chose. En fait non, c'est supervision, un mot. Superviser. Et je disais mais il faut superviser quoi? Alors heureusement que c'était mes consultants, parce qu'ils m'auraient trouvé un petit peu cucu quand même. Et ils me disent mais parce que nous on sait ce qu'on fait. Mais on a besoin de toi pour que tu nous dises si on est toujours sur le bon chemin ou si on n'est pas en train de faire ça. Alors la première fois, autant vous dire que oui, on va le faire, moi je suis toujours partante. Hein. On va le faire. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et aujourd'hui, je l'ai mis en place aussi parce que c'est important. Et même moi, j'ai besoin de ça à un moment donné qu'on me dise non, non, t'es droite. T'es OK. Parce que ça,
vous le faites, vous ne vous rendez pas compte. Vous avez beau essayer de marcher même sur une ligne droite, vous allez y arriver, puis à un moment donné, obligatoirement. Donc prenez le temps, vous vous recentrez. De toute façon, on n'est jamais pressé en spiritualité. Jamais. Bon. Et j'ai souvent tendance à dire, la spiritualité, c'est vraiment devenir l'enfant à l'adulte. C'est-à-dire que ça ne se fait pas en 5 minutes. Vous avez passé peut-être, avant d'arriver à l'âge adulte, 18 ou 20 ans. Oui, 20 ans. Ben, c'est tout ça, c'est tout ce trajet. Et en spiritualité, ben, si vous commencez à 50 ans, ça ne veut pas dire que vous serez super cool à 70 ans. Ça veut juste dire que on s'en fout du temps. L'important, c'est que chaque fois que vous avancez, ça vous amène du bien. Et si vous pouvez en plus le partager, ben, vous avez bien réussi votre spiritualité. Et tout dépend de ce que vous attendez de la spiritualité. Je t'en rien. Alors c'est pour ça que vous n'avancez pas. Non, c'était justement pas la bonne réponse. Non, j'attends rien de précis. J'attends rien de précis, je fais. Prenez une direction. Pour commencer, c'est pas la seule et l'unique que vous aurez. Mais si vous ne commencez pas à vous tracer un chemin, vous resterez devant toutes ces portes. Parce qu'en fait, symboliquement, vous êtes devant ces portes et vous dites, je sais pas laquelle ouvrir. J'ai su pendant 20 ans laquelle ouvrir, puisque j'ai vraiment avancé. Et là, c'est une période où je ne sais plus. Voilà. Peut-être parce qu'aujourd'hui, on vous dit, ouvrez celle d'à côté, parce que la deuxième partie, elle est à côté. Oui, voilà. La spiritualité, c'est un gros porte-clés. La spiritualité, c'est un gros porte-clés. Et vous mettez plein de clés dedans. Vous mettez le magnétisme, vous mettez la voyance, vous mettez ce que vous voulez. Mettez les mots que vous voulez, même les compliqués qu'on ne comprend jamais, qu'il faut qu'être dico. Mettez ce que vous voulez, mais mettez des clés à votre trousseau. Et quitte à se tromper, autant ouvrir une porte. Et si c'est pas la bonne. Oui. C'est ça. Mais jusqu'à présent, c'était pas... J'ai pas trouvé ça compliqué, parce que c'était évident. C'était évident et c'était beaucoup avec les émotions. C'était très fort. Alors, donc je me suis laissée guider par ça. Et puis du coup, on vous remet... Et puis au bout de certain nombre d'années, je pense qu'on me remet devant... Ça. Voilà, à faire autre chose et que je n'arrive pas à prendre cette décision. Parce que je n'arrive pas à me projeter sur quelque chose. C'est ça. Je ne sais pas en fait. Et des fois, il arrive le moment aussi où on est devant une porte et on l'ouvre. C'est pas que c'est pas la bonne, c'est qu'on l'ouvre trop tôt. Et du coup, vous ressortez en disant, voilà, c'est vraiment pas mon truc ça. Ça fait 8 ans que je suis aux Avenières. Il y a 8 ans, j'ai voulu faire une conférence à la maison. Mais vous m'auriez vu, c'était une souffrance. Mais le mot, il est faible. Je crois que j'avais 15 personnes qui s'étaient déplacées pour la conférence. Donc dans ma maison, parce que je ne sais pas où aller. Et les gens, tous en face de moi. Et alors là, impossible. Alors en plus, écarlate de chez Écarlate. Alors je pouvais planquer ça par mes coups de soleil que j'avais pris la veille, mais écarlate. Et puis la voix... mais... J'ai revu la vidéo il y a 3 ans en arrière. J'ai retrouvé dans un disque dur. Je l'ai supprimé la vidéo. Je dis, je ne peux pas garder ça. Mais j'ai souffert. Vous ne pouvez même pas imaginer. Et je ne comprenais pas. Parce que 2001-2002, je parlais avec mon père en écriture automatique. Et il me fait un dessin à un moment donné. Alors, le truc tout seul, je pense que c'était moi. Et j'avais des gens en face de moi. Et il me disait, tu sauras parler de nous. Déjà, alors, entre le Lego, c'est bien, je vais être super connu, machin, n'est-ce pas? C'est elle, Valérie Defour. Et puis le côté où de se dire, mais parler devant tout le monde, je ne vais pas savoir faire, et puis j'aime pas ma voix, et puis j'ai un défaut de prononciation, et puis ici, et puis. Il s'est passé des années. Et puis donc, il y a 8 ans, on arrive ici. Et personne ne me connaît ici. J'ai tout à refaire. Valérie Defour, c'est plat. Personne ne connaît. Et je dis, je vais faire une première conférence pour dire, faire bouger un peu, les gens prennent les cartes, et ainsi de suite. Mon Dieu. Mais c'est tellement été... alors pour moi, nul. Les gens étaient contents. Bon, ma foi, tant mieux. Mais moi, nul. J'ai souffert. J'ai pas dormi 3 jours avant. J'ai pas dormi 3 jours après. Je me suis auto-flagellée, auto-détruite, tout ce que vous voulez.
J'ai même dit à mon père, merci, si c'était ça le cadeau, évite de m'en faire. 8 ans plus tard, je suis en face de vous. Alors, je traque, hein, mais je dis souvent pour me rassurer, mais Sarah Bernard a dit que le trac, il venait avec le talent. Alors, ça me rassure un petit peu à chaque fois. J'ai le trac, j'ai passé des nuits blanches parce que je ne savais pas comment construire cette conférence sans brusquer les gens, voilà, sans dire à un moment donné, vous n'êtes pas juste dans votre raisonnement. Enfin voilà, je ne voulais pas rentrer dans ce piège-là, c'était important. Mais je suis là, puis finalement, ça s'est pas trop mal passé. Ouais, je vais pouvoir souffler un coup, je ne vais pas allumer ma clope derrière, hein. Ça c'est peut-être le petit truc. Des fois qui manque encore, de se dire, clope quand même. Mais je ne le ferai pas, mais en tout cas, oui, ce serait soulagé de voir que ça s'était bien passé finalement. Et finalement, ce que mon père m'avait dit, aujourd'hui se réalise. Bon, j'espère qu'ils vont m'écouter, ils vont me répondre, faire quelques petits signes. Et écoutez-vous aussi surtout. Faire bouger un peu les clés, savoir laquelle écoutez-vous aussi. Oui. Si mes mots blessent, vous les réduisez. Non, ne vous déchargez pas sur eux en disant j'espère qu'ils vont m'écouter. Eux, ça fait un moment. Oui, hein? Ils parlent. Donc vous écoutez, ça ils font que ça. Ça serait bien peut-être aussi de les écouter et de vous écouter. Bon, on va remettre ça en route. Ah tiens. Mais c'est bien ce petit moment de pause. Ça vous a permis de souffler sur beaucoup de choses là, à côté. on m'a mis en pause, vraiment là, je veux dire. Oui, mais c'était important. Voilà, oui, je pense qu'avant d'ouvrir la porte, il fallait que je fasse un break, que je pose. Parce qu'en tant d'années, on a quand même besoin de se poser un petit peu. Maintenant, vous êtes prête à. Bon. Choisissez votre porte. Ma maman m'a dit que... c'est ça. Et c'est exactement. c'est ça. Plouf, plouf. Voilà, c'est ça. Est-ce que la maladie, ça peut être parce qu'on s'écarte trop de son chemin? Non. Parce que on entend aussi dire ça, des fois on s'écarte trop de son chemin. Et heureusement, la maladie est là pour nous rappeler. Mon Dieu, heureusement que non. Encore une fois, hein, ça reste que sur ce que moi j'en sais. Heureusement que non. Enfin, tout le monde serait malade. Alors, tout le monde serait... On est bien d'accord. Merci. Tout le monde serait malade. Et puis, je pense alors aux parents des enfants qui vont même dans la schizo ou quoi que ce soit. Putain, si on leur dit ça, mais vous vous rendez compte de l'impuissance? C'est-à-dire que non seulement vous êtes impuissant contre la maladie, parce qu'en tant que parent, on ne sait pas y faire grand-chose, et puis impuissant de se dire, oh, il s'est écarté de son chemin, je ne l'ai pas vu, je n'ai même pas su le voir. On va arrêter un petit peu de se porter des culpabilités qui ne nous appartiennent pas. C'est vraiment, la maladie, elle est là, je vous dis, soit parce que, de toute façon, on revient presque tout le temps là-dessus, hein, et puis ça c'est le 100%, et puis le bémol, c'est ce qu'on a généré pour arriver à l'être. Je vais revenir sur la schizo. On sait bien que la schizophrénie, c'est pas quelque chose parce que vous avez fumé, parce que vous avez bu, parce que c'est un autre problème, c'est une autre maladie. Le déclic de tout ça, je ne le détiens pas. Mais c'est pas parce qu'il s'est écarté, pauvre bonhomme, de son chemin, quoi. Par contre, c'est certainement inscrit là pour lui. Et puis pour ses parents. En fait, ce qu'on inscrit sur notre chemin résonne avec notre famille. Mon cancer a résonné sur la personne qui partage ma vie, sur mes enfants. Sur les enfants, beaucoup. Évidemment qu'on résonne là-dessus. Ça va prendre dans une toile d'araignée. Du coup, mon épreuve devient leur épreuve. Mais c'est des rendez-vous de vie. On choisit, alors on dit souvent on choisit, oui, c'est-à-dire qu'on va choisir dans nos épreuves de vie, et fatalement, s'il faut que ça touche en tant qu'une maman qui a un cancer, il faut que ça devienne mon fils. Et dans notre rendez-vous de vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est sur Terre, et quand il avait tel âge, j'ai respecté le contrat, et mon cancer est arrivé, et lui il a respecté le sien, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'il ménage sa peur, qu'il apprenne à vivre avec, et puis qu'aujourd'hui il le dépasse. Et sur mes 2 enfants. Mais c'est pas parce qu'on sait... C'est là où je dis qu'est-ce qu'on fait de la spiritualité, parce que j'ai l'impression qu'on fait de plus en plus porter la culpabilité aux gens. Moi je le crois pas, c'est parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps un bouquin où il disait ça en fait. Après c'est pareil. Moi, mais parce que cette personne, elle est peut-être de bonne foi à la base, dans son parcours de vie.
Peut-être qu'il a été malade et qu'au même instant où il est tombé malade, il s'est rendu compte qu'il était en train de s'éloigner de quelque chose et que pour lui, du coup, c'est une cause à effet. Je me suis éloigné, je suis tombé malade. Alors que non, c'est tu t'es éloigné parce que tu t'es éloigné, mais la maladie, elle était toujours marquée. Mais alors, il y a ceux qui le mettent avec la bonne foi, et après, il faut juste qu'on réouvre les yeux que dans le monde spirituel, on a tout et n'importe quoi. Malheureusement, beaucoup de n'importe quoi. Et dans le beaucoup de n'importe quoi, ça va être un petit peu ce jugement et puis se faire porter les culpabilités. C'est-à-dire, ah bah oui, mais si tu as ça, c'est parce que tu n'as pas su. Ben merci. Alors déjà, je me fais flic avec ce que j'ai, mais si en plus tu me dis que j'ai pas su faire... C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de police dans la spiritualité. Voilà. Alors si, vous pouvez dénoncer si vous êtes fait arnaquer, mais encore, il faut une somme. Hein. Arnaquer de 60 €, ça ne sert à rien de dénoncer, on va ouvrir au nez. Par contre, arnaquer de 3 000 €, là, ça peut commencer à être pris en charge. Mais la seule personne qui va vous mettre en garde contre tout ça, c'est vous-même. Il faut juste à un moment donné savoir si ça résonne avec vous ou pas. Je m'estime honnête. Je pense, puis je pense qu'on me botterait derrière beaucoup, mais je m'estime honnête. Maintenant, si mes propos ne vous conviennent pas, si ça ne résonne pas pour vous, est-ce que ça veut dire que je suis malhonnête? Ça veut juste dire qu'on n'est pas sur une même ligne. Eh bien, allez voir quelqu'un d'autre qui va pouvoir raisonner avec vous. Mais il faut toujours que vous, ça ne vous dérange pas, que ça soit ici, et qu'à un moment donné, vous sentiez à l'aise et en place avec ce que vous recevez. Ou avec ce que vous allez donner. Moi, je voudrais avoir ton avis sur les maladies transgénérationnelles. Est-ce que tu penses que les descendants peuvent pâtir, entre guillemets, d'un acte qu'un ancêtre aurait fait, et du coup, ça se reproduit dans la lignée? Alors, spirituellement, beaucoup te répondront oui. Dans ce que... Les mêmes maladies, hein. Oui, sur les mêmes maladies. Sur les mêmes maladies. Moi, je vais aller un peu plus loin, c'est-à-dire si on prenait plusieurs cas de famille, si on prenait même sur plusieurs générations différentes, on remarquerait qu'on a toujours un cycle de maladie qui revient. Pour autant, je ne suis pas sûre que ce soit transgénérationnel, comme tu le dis, que ce soit une obligation du coup de l'avoir. Tu vois? Suite à un mauvais acte d'un ancêtre. Oui. Quoi, mauvais acte? C'est ça justement qui me... Tu vas me dire une maladie génétique, je dis de toute façon génétique, fille, que ce soit ton arrière-grand-parent, ça reste les mêmes gènes. Donc oui, mais sur un acte qui a été fait de négativité et qui provoque du coup. Ça dépend. En vrai, pour être plus clair, c'est un des ancêtres qui a fait des actes de, comment on appelle ça, d'avortement, un peu particulier parce qu'il y a une époque où il y avait... et du coup, toute la lignée féminine du côté de ma mère, on a tous des problèmes au niveau des utérus. Donc des fois, on est à se poser des questions, à se dire, est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que... Alors basiquement, moi je te répondais très vite, vous avez peut-être un terrain favorable à avoir un problème d'utérus mal formé, tu vois. Maintenant, on sait que dans l'énergie, il reste les actes. D'accord? Dans l'énergie de la personne qui a fait ça, s'il y a trop de méchanceté, les descendants directs ont ressenti cette méchanceté, inconsciemment la retransmettent, enfin méchanceté, c'est une façon de parler, hein. On sait bien qu'à l'époque, les divorces, la fille elle est traumatisée, on sait bien que les avortements, ils ne se faisaient pas juste parce qu'on avait envie de faire du mal, mais ça restait un acte pas bon. Et je dis souvent, très souvent, quand vous parlez de quelque chose, de votre différence devant vos enfants, parlez-en normalement, parce que si vous commencez à parler comme ça veut dire que c'est quelque chose de pas bon, et vous transmettez à votre enfant que ce que vous vivez n'est pas bon. Donc lui, la personne, certainement, quand elle le faisait, il y avait ce côté caché, mystérieux, ça se transmet dans l'énergie. Mais de dire que pour autant, pour moi, hein, de dire que pour autant, ça transmet à toute la gente féminine une pseudo-punition, parce que c'est une punition, on est d'accord. Enfin, c'est pris un peu comme ça. Ça se répare, on va dire, mais c'est pas... Je pense pas que voilà, pour moi, non. Voilà. C'est comme quelqu'un qui a une lignée depuis... de cancer du sein dans sa famille. Tu vois? C'est qu'à un moment donné,
il y a des coïncidences, des correspondances, mais pour autant de dire que ça remonte à cette personne-là, et que c'est cette personne-là qui a créé tout ça, moi je ne suis pas OK avec ça. Mais encore une fois, c'est moi. C'est aller chercher trop loin des choses qui pour moi, n'amènent rien en tout cas là-dessus. Oui, mais on dit souvent que le hasard n'existe pas. Et là, comme par hasard, c'est toute la lignée qui a les mêmes problèmes. Mais comme tu as dans une même famille des lignées d'endométriose ou des lignées, c'est ce que je te dis, d'autres maladies, et pourtant on a beau remonter et on n'a pas quelque chose à s'accrocher et dire bah tiens, il y a eu ça qui a été fait ou qui a été dit, et du coup c'est normal la lignée. Alors si on explique ça là, il faut expliquer la lignée où on n'a rien au-dessus pour s'accrocher. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que un problème génétique, si sur... il y a combien de temps en arrière? Dans ton histoire, ça remonte à combien de temps en arrière, ce monsieur? 3 générations. Alors, je vais même aller plus loin. Dans une même lignée, si sur 4 générations en arrière, on a des choses qui se reproduisent, mais qu'on n'a personne à un moment donné, on peut pointer du doigt en disant alors on a appris que cette personne a fait ça et du coup c'est peut-être la résonance, et bien on fait quoi? J'ai pas pu remonter plus haut. Mais même si on reste à 3. Parce que oui, mais tu n'es pas remonté plus haut parce que tu as trouvé une personne. Bah, parce que c'est celle que j'avais. Voilà. Mais imaginons, moi je veux faire ça par exemple. Parlons de mes cancers. Depuis tant que j'en parle maintenant, imaginons, je veux faire ça et je remonte. Et je remonte, et je remonte, et je vois que les femmes dans ma famille ont toutes chopé, du même côté par exemple, ont toutes chopé des cancers du sein. Mais que j'ai beau remonter et que je ne trouve rien, ni personne, qui à un moment donné, je puisse dire, voilà, cette personne a fait tel acte ou dit telle chose, et ça pourrait expliquer du coup cette descendance au niveau des cancers du sein. Ça s'arrête en fait. Ce que tu racontes, c'est pas celui qui a fait l'avortement, c'est la personne qui l'a subi, pour le coup, et qui l'a mal vécu, ou pour laquelle c'est resté caché. C'est celle qui a fait. Ah oui, mais ça m'avait bien raconté que c'était Dans celle ma qui avait lignée, fait. c'est celle qui a fait. Et Oui, c'est pour ça oui, mais que... peu importe elle ou lui, mais c'est pas celui, oui, c'est pas celui qui ou celle qui a. Vous voulez dire c'est pas l'acte mais la conséquence. Voilà, c'est celle qui a vécu l'avortement, qui en a souffert, qui a été traumatisée, qui l'a peut-être caché, n'était pas remonté plus haut parce que il est là le point d'accroche. Et dans l'instant où on a ce point d'accroche, cette douleur, cette souffrance qui a été cachée, tu coupes le lien en même temps. Et peut-être que... Oui, mais dans sa recherche à elle, du coup, ce qui ne correspondrait pas, c'est que la personne qui a été inventée n'était pas de la famille. Non. Donc du coup, mais pourquoi sa famille, c'est énergétique. Non, puis il y en a eu beaucoup. Alors là, ça sera encore plus... Ouais. Mais Oui, peut-être qu'il y a quelque chose de toute façon, on appelait ça des faisceaux d'anges. Je ne vais pas y arriver à dire avant. Je veux dire, à l'époque, on va reparler d'aiguilles à tricoter. Voilà, c'est ça. C'était pas dans la guerre. Hein. Mais ça existait. On peut pas le mettre sous couverture. Ça existait. Oui, pour autant, c'était, toutes les personnes qui le faisaient n'ont pas généré ça en problème génétique derrière. Non, puis elles étaient volontaires. Quoi. Mais après, voilà, moi, c'était une réflexion que je me suis faite. Hein. Je dis pas que c'est ça. Et que... Non, mais après il y a toujours le côté de la coïncidence et le côté de la résonance. Et ce qui est très dangereux, c'est de tout mettre très souvent, facilement sur une résonance, parce que du coup, on va se construire avec ces choses-là. Et on ne sera peut-être pas dans le juste, et à un moment donné, ça va contrer. Maintenant, c'est peut-être ça, parce que c'est ce que je te dis. Je ne détiens pas toutes les vérités du monde, mais... Justement, moi, ça me parle. Quand moi, j'ai cette répercussion maintenant, et quand j'ai pensé à ça dans des discussions, je me suis aperçue que... Et là, je me suis dit, il y a un lien avec ça. Et le truc, c'est de couper le lien maintenant, d'arrêter ça pour pas que ma génération future, ma fille, mes petits-enfants, ils aient ça aussi. Et ta fille, tu l'as déjà? Oui, elle a quel âge en plus? Ouais. Et elle a ce problème d'utérus ou pas? Ben moi, ça s'est déclaré, j'en ai pris conscience il y a 2 ans, à tout casser. Mais c'est pour ça que je lui dis, essaye de regarder quand même ce que tu vas suivre. Et lors de tes grossesses, il n'y avait pas eu de souci au niveau de l'utérus? Ils n'ont jamais rien découvert alors que des... Pourquoi je dis 2 grossesses, tu as 2 enfants? 3? Non, à vrai dire, moi j'ai des fibromes dans le ventre. D'accord. Là, on a eu, voilà, ça...
Et c'est bizarre parce que fibrome dans l'utérus, ça me fait penser à grossesse dans l'utérus, à remonter sur ce truc-là et à faire sortir. Donc, et c'est justement là où le bas blesse, c'est que je dois travailler là-dessus, mais j'y arrive pas. C'est un truc de malade, et j'arrive pas à faire la démarche pour aller les faire enlever. Et je bloque total là-dessus. Et depuis que tu as fait ta découverte, tu arrives à faire la démarche ou pas? Mais non, ça fait 1 an et demi, j'ai vu le médecin, parce qu'il m'était arrivé, voilà, je perdais beaucoup de sang, j'ai été voir le médecin, il me dit, oh, putain, machin, bon, je me prends une brasse, et puis je suis pas retournée. Oui, mais ça, c'est le médecin qu'on voit aussi. Non, il était génial. Non, franchement, il était super génial. Il a super bien amené le sujet, il a été bien. Je me comprends quand il m'a passé une brasse, c'est normal, j'ai pas vu de gynéco pendant des années. Oui, alors ça, oui, c'est un petit peu normal, madame. Non, hein? J'ai rien là-dessus. Hein. Mais là où ça m'étonne, c'est que j'arrive pas à faire la démarche pour stopper ça. Après, je pense vraiment qu'il y a une autre approche, un autre travail là-dessus. Le côté de, encore une fois, de pointer du doigt, toi, c'est ce que je te disais. Alors, quelque part, ça t'a ouvert, toi, sur une possibilité d'explication. Ouais, trouver une excuse. Une possibilité d'explication. Mais pour autant, ça ne résonne pas tant que ça. Parce que ça résonnerait, ça fait déjà longtemps que tu aurais fait quelque chose avec. Parce que ça aurait été le... Mais c'est ça. Tu vois? Et alors, c'est à faire, jeune fille, quand même, enfin, sauf si ça ne met pas ta vie en danger. T'en as qui ont des fibros, mais on dit, bah, de toute façon, pour l'instant, s'il ne bouge pas plus que ça, on ne fait rien, mais s'il est si gros que ça, peut-être qu'il va te dire, madame, venez me voir. Bon, voilà, peut-être à voir ce qu'ils en pensent au niveau du diamètre et de la grosseur. Mais, encore une fois, c'est pour ça que je tiens à toujours, et j'essaye de remettre, c'est pas pour descendre ce qu'on entend, que ce soit bien clair, mais c'est parce que tu vois, plutôt que de te diriger vraiment, ça t'a permis juste de te reposer dans une recherche, mais quelque part, il manque un truc. Oui, il manque le truc. Il manque un je truc. comprenne pourquoi je dis ça, et après je pense que je ferai la démarche. Mais c'est fou, parce que... Alors, des fois, on peut faire aussi les démarches, et puis comprendre après. Quand à un moment donné, si on dit madame, l'opération c'est tout de suite, tu vas pas dire alors attendez, laissez-moi encore 5 minutes dans l'anesthésie parce que j'ai pas fini de comprendre. Hein. Mais moi je suis comme ça. Ça dépend de Pour que je sache pourquoi je dois y aller. Oui, alors effectivement. Moi j'ai des fibromes, mais on m'a dit oh bah faut pas les toucher. Mais parce qu'après, alors tout dépend, l'emplacement du fibrome, tout dépend, la taille du fibrome, tout dépend. Il y a plein de. Voilà. Non mais je veux dire, après, il y a plein de choses qui sont plus importantes. Il y en a un qui m'a dit il faut se faire opérer tout de suite, et l'autre qui m'a dit oh. Non, bah, après, disons que j'ai... Bon, parler un petit peu plus de mon utérus. mais nous adorons la vie de ton utérus. T'as coupé.